Dans l'inventaire après décès de Théodore Géricault, réalisé le 28 juin 1824, on trouve sous le numéro 44 la mention de cette œuvre que vous avez sous les yeux. Je cite « Un tableau encadré, esquisse peinte par Michalon et représentant un brigand aux aguets, prisé 100 francs. » Quelques mois plus tard, en novembre 1824, le tableau sera adjugé 500 francs à la vente après décès de Géricault, sous le titre, cette fois-ci, par Michalon, brigand armé, belle étude faite d'après nature. Vous aurez remarqué que le mot esquisse a été remplacé par celui de belle étude et que le brigand aux aguets est devenu un brigand armé. De fait, le tableau que vous avez sous les yeux met en scène ces deux situations. Cette œuvre magistrale, que je trouve magistrale, est entrée en 1892 dans les collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans avec le fonds Léon Cogniet et ne fut redécouvert qu'un siècle plus tard, en 1992. Léon Cogniet, grand ami de Michalon, ne la tenait pas directement de ce dernier et l'avait acquise en 1843 à la vente du collectionneur Mennemar, qui, amateur de Géricault, possédait l'un de ses tableaux et avait encore souscrit à la tombe du peintre de la Méduse édifiée par Étex en 1841. Tout ceci pour vous dire que Cogniet avait acheté l'œuvre du paysagiste, un ami trop tôt disparu, mais encore très probablement le tableau que Michalon avait offert à Géricault, un autre de ses amis intimes. Nous serions donc en face d'une œuvre chargée d'une émotion esthétique et symbolique, puisqu'elle incarnerait, symboliserait les liens d'amitié qui avaient existé entre les trois jeunes artistes. Une question dès lors nous semble légitime. Pourquoi Michalon offrit-il ce portrait de criminel à Géricault ? Au-delà du simple geste amical entre jeunes artistes talentueux, y avait-il un message de la part de Michalon, ce jeune peintre alors fer de lance de la nouvelle génération romantique des paysagistes? Avec vous, en ce début d'après-midi, je voudrais donc explorer ces deux hypothèses. Premièrement, Michalon connaissait-il le grand intérêt de Géricault pour les brigands, en particulier pour ceux d'Italie? Deuxièmement, en lui offrant un tel tableau, Michalon ne brandissait-il pas une sorte de miroir, symbole de la vie, reflétant la pensée, la personnalité et l'art de Théodore Géricault? L'intérêt de Géricault pour les brigands s'est matérialisé par plusieurs dessins préparatoires que je vous présenterai tout à l'heure, mais encore par une huile sur toile que Charles Clément, premier catalographe du peintre, a répertorié de cette manière. Je cite Clément. « Exécution capitale. Le bourreau montre au peuple la tête du supplicié, un religieux à genoux pris pour lui. Cette esquisse a été peinte à Rome, vente de M. Marcille. » Malheureusement, la localisation de cette huile sur toile, dont Clément ne donne pas les dimensions, est encore inconnue et n'a jamais été reproduite. C'est donc avec grand plaisir que pour la première fois, je vous dévoile cette œuvre, non pas l'original, mais sa gravure réalisée par Frédéric Désiré Ilmacher. L'œuvre est saisissante, ce que la description de Clément ne laissait pas vraiment deviner. Lors de son premier passage en vente, en 1841, le tableau portait un titre et un commentaire un peu plus explicite. Je cite « Géricault, exécution d'un brigand italien. C'est sous l'impression d'un fait dont il fut témoin que le peintre composa ce sujet à l'inspiration de Michel-Ange. » À la décharge de Clément, qui ignorait cette vente de 1841, le tableau, lors de son passage à la vente Dubois de 1850, portait le titre suivant « Un supplicié dans les États romains ». Et celle de Marcille, en 1957, portait un titre encore moins précis, « Exécution à Rome ». De ces petites comparaisons, on retiendra que la description donnée par Clément implique qu'il ait vu le tableau et que l'un de ses informateurs lui en ait fourni une description. Ce que Clément, par contre, ne décrit pas et qui, pour nous, est une véritable surprise, et peut-être pour vous, je l'espère, c'est l'arrière-plan de la scène. Nous devrions nous trouver place du Peuple, à Rome, en 1817.
Or, Géricault, s'il nous montre bien la foule des spectateurs, dont on voit les têtes en fait, inscrit sa scène dans une architecture antiquisante. S'il n'y avait pas la présence de ce religieux brandissant une croix, nous pourrions être à l'époque romaine, d'autant que le bourreau est encore vêtu à l'antique. Ce paradoxe nous intrigue. Ces deux questions émises en découle une troisième impérieuse. Géricault fut-il un brigand ? Une sorte de brigand ? D'emblée, nous aurions envie de répondre par un triple oui. Brigand, il le fut par ses idées politiques, courageuses, anti-napoléoniennes, libérales et d'avant-garde. Brigand, il le fut par ses amours adultérines pour Alexandrine Modeste Caruel de Saint-Martin, sa tante par alliance, qui lui donna un fils illégitime en 1818. Brigand, il le fut encore dans son esthétique toute romantique, fondement d'une certaine forme de modernité que devaient poursuivre Eugène Delacroix, Courbet et Manet. La politique, tout d'abord, imprègne toute la vie de Théodore Géricault, dès son premier envoi au salon de 1812 avec son monumental portrait anonyme d'un officier de chasseurs de la garde impériale, c'est-à-dire l'armée d'élite de Napoléon. Un portrait piège que certains séides de l'ogre corse ont fantasmé comme étant un vibrant hommage à l'épopée napoléonienne. Jules Michelet, Régis Michel et d'autres ont naguère démontré qu'il s'agissait tout au contraire d'une très subtile allégorie contre la guerre. Cette subtilité rhétorique en pleine dictature était absolument nécessaire pour franchir les portes de la censure du salon de 1812. D'emblée, l'invention de cette iconographie plaçait Géricault parmi les opposants à Napoléon. Cette France silencieuse, pour reprendre l'expression de Madame de Staël, figure centrale, comme vous le savez, de l'opposition à Napoléon. On ne sera donc pas très étonné que Géricault ait fait partie de la jeunesse qui accueillit avec joie la chute de Napoléon. De suite, il s'engagea en 1814 dans la Garde nationale, puis dans la Compagnie des mousquetaires gris du roi. Cet épisode est un nœud central dans la vie de Géricault qui a fait et qui fait encore couler beaucoup d'encre. Pour les sceptiques et les historiens de l'art à droite, disons même bien à droite, cet épisode rocambolesque n'était qu'un acte irraisonné qui prouvait que Géricault n'agissait qu'en enfant gâté. Bref, le peintre était un blanc-bec et toute interprétation politique de son œuvre était heureusement caduque. Je ne partage strictement pas ces jugements propres à l'histoire de l'art réactionnaire. Tout au contraire, loin d'être un épisode incongru, il faudrait considérer cet engagement dans les mousquetaires comme l'un des acmés de sa conscience politique. De fait, pour la jeunesse française, l'arrivée de Louis XVIII symbolisait l'arrêt d'une terrible dictature militaire, mais encore la fin de 25 années de guerre. De Nancy, le 31 mars 1814, le jeune marquis de Custine écrivait à sa mère et résumait parfaitement l'état d'esprit politique qui régnait alors en France. Je cite Custine. « Nous ne faisons rien ici, moins que rien. Et cependant, si nous réussissons, nous aurons pris part au plus grand événement du siècle, à la restauration de la monarchie française, où se rattache le salut de l'humanité, puisqu'avec Bonaparte, plus de civilisation, plus de lumière, et que sans Bonaparte, la France est sauvée et l'Europe régénérée. » Prendre l'uniforme, pour Géricault, ce n'était donc pas seulement vouloir parader comme un blanc-bec avec la jeunesse dorée, vivre au milieu des chevaux, ni même se libérer de la tutelle de son vieux père, ou prouver les sentiments royalistes des familles Géricault et Caruel. Devenir soldat était la suite logique de son combat romantique au service d'une nouvelle esthétique. Pour Pierre Barbéris, je cite, « Être soldat, c'est toujours s'habiller en quelque chose au sens positif, revêtir les habits de lumière, de l'authentique ou du moins de l'inauthentique, comme au sens négatif, se déguiser pour d'illusoires comédies. Être soldat, ce n'est pas ne plus être civil caché derrière le code pour faire du fric,
Être soldat, c'est assumer et proclamer le héros qui est en soi-même. Être soldat est donc un fantasme régénérateur de toute salissure personnelle comme historique et politique, et non pas un choix platement technique. Un an plus tard, en mars 1815, Napoléon débarquait et revenait à Paris. Géricault, alors que rien ne l'obligeait, décida de suivre Louis XVIII dans son exil forcé. Ce roi vaincu n'avait pas même daigné livrer bataille. En fin connaisseur, Jean Tullard, spécialiste de Napoléon, pouvait écrire de cet épisode, je cite Tullard, « Seuls de jeunes fous pouvaient, dans cette nuit du 19 mars 1815, rester fidèles au roi quand rien, sauf l'honneur, ne les obligeait. » Peu à peu, ce départ précipité de Paris, les mousquetaires furent tous licenciés avant la frontière belge et généreusement autorisés à rentrer dans leur foyer. Napoléon, bien évidemment, ne l'entendait pas ainsi. Les mousquetaires furent mis hors la loi avec interdiction de séjourner à Paris. Géricault, le peintre mousquetaire, pour 100 jours, devint officiellement un véritable brigand. Le vieux Tullard avait peut-être raison. Il fallait être un jeune fou pour avoir l'honneur d'être le héros d'un jour. Après Waterloo et au retour de Louis XVIII, Géricault réintégra sa compagnie des mousquetaires et ne la quitta qu'à la fin de l'année 1815. La seconde restauration fut très différente de la première. À la place de l'enthousiasme collectif de 1814, les épisodes de la terreur blanche de 1815 démontrèrent que la France était divisée en plusieurs camps, désormais irréconciliables. Humiliés, les ultra-royalistes exigèrent des punitions exemplaires. Ney et bien d'autres furent exécutés, tandis que les conventionnels qui avaient voté la mort du roi Louis XVI furent contraints de quitter la France. Par une ordonnance royale du 12 mars 1816, l'oncle paternel de Géricault fit partie des exilés. Bonne-Sœur Bourginière se réfugia à Jersey, puis à Portsmouth. Il y fut emprisonné quelques mois, puis expulsé par le gouvernement anglais. Il gagna Anvers et s'installa à Malines, en Belgique, où l'on retrouve sa présence le 1er août, date à laquelle son fils demandait un passeport pour aller le voir. Écrit le préfet de la Manche, je le cite, « Voir son père, régicide, souligné ». De par la loi, Théodore Géricault était devenu le neveu d'un régicide, autrement le neveu de l'un des assassins du roi Louis XVI. C'est fort de ce nouveau statut juridique et familial que Géricault décida de séjourner 2 ans en Italie, histoire de parfaire son éducation artistique et peut-être encore de mettre une certaine distance entre lui et sa tante Alexandrine Modeste. S'il fut subjugué par Michel-Ange et les trésors innombrables de la patrie des arts, il le fut encore par un singulier sujet, celle de la vie sauvage et rebelle des brigands et de leur décapitation. Pourquoi un tel intérêt ? Le sujet peut même nous sembler quelque peu banal, tant il aura été traité tout au long du XIXe siècle, mais il ne faudrait pas pour autant minimiser le regard singulier de Géricault. Un regard acerbe qui se serait nourri, c'est l'hypothèse de cette conférence cet après-midi, de la lecture des Brigands, la fameuse tragédie de Friedrich von Schiller, publiée en 1781. Théodore Géricault, en effet, était un grand lecteur. C'est Théodore Lebrun, l'un de ses amis intimes, qui l'affirma en 1836. Je cite Théodore Lebrun. Géricault ne se bornait pas aux travaux de l'art proprement dit. Il lisait beaucoup. Il étudiait beaucoup les poètes. C'est qu'il était poète lui-même. Il affectionnait le Tasse, Milton, Lord Byron, Walter Scott. Il lui fallait toujours des peintres, des coloristes. C'est par ses études qu'il sortait de la règle ordinaire, qu'il a dû de se créer une manière de voir, de sentir et de rendre tout à fait originale. Quelques années plus tard, en 1841, Batissier, l'un des premiers biographes de Géricault, précisait encore, je cite Batissier, « Géricault menait de front les études littéraires
et les études de peinture. Ses livres de prédilection étaient les poèmes du Tasse, de Milton, de Byron, les drames de Schiller et les romans de Walter Scott. C'est en méditant ces grandes épopées qu'il réchauffait son imagination. Il vivait en esprit au milieu des héros conçus par ses poètes. Il s'imprégnait du grandiose de leurs descriptions et il avait sans cesse devant les yeux les sombres et pittoresques tableaux qu'ils ont tracés avec une si merveilleuse énergie. Ces poètes ont exercé autant d'influence sur son avenir que d'études des plus magnifiques productions des écoles flamandes et italiennes. Bâtissier, quelques pages plus loin, reviendra sur le sujet pour affirmer une seconde fois, je cite Bâtissier, « Géricault partageait sa vie entre l'étude de l'art et l'étude des lettres. Mais dans ses moments de loisir, il s'occupait de musique avec bonheur. » Ces deux témoignages de Lebrun et de Bâtissier sont essentiels et visent à transmettre à la postérité l'image d'un grand lecteur, autrement dit d'un peintre littéraire, un penseur totalement imprégné des récits qui le sortaient de la règle ordinaire, comprendre des règles classiques. Mais Géricault a-t-il vraiment lu Les Brigands de Schiller ? Décrivons rapidement le sujet. Injustement répudié par son père, jalousé par son frère qui tente de lui voler son amour de jeunesse, Karl forme avec ses amis un groupe de brigands qui remettent en question toutes les notions de légalité et de légitimité. La pièce de Schiller forme une protestation toute romantique contre l'ordre du monde, de revendications sociales et de révoltes héroïques au milieu de la corruption. C'est un virulent plaidoyer en faveur de l'individu, car le brigand lutte contre l'injustice, l'oppression du peuple. Il incarne le génie de la révolte et tente de faire éclater la loi par la violence, le vol, le viol, le meurtre. Par ce véritable attentat contre la société, le brigandage cherche un moyen de réformer l'humanité. La pièce de Schiller, en France, reçut un accueil enthousiaste. En 1792, l'Assemblée nationale devait même lui accorder le titre de citoyen français pour avoir préparé, je cite, « les voies de la liberté ». En 1793, Lamartellière en fit une adaptation française intitulée « Robert, chef des brigands ». Si l'action se situait au XVe siècle, ces brigands étaient très clairement des jacobins, champions du droit et de la vertu. Arrivant à Rome à la fin de l'année 1816, Géricault fit-il un lien entre la pièce de Schiller et les brigands italiens qui compromettaient gravement la sécurité des routes et des campagnes ? S'il est difficile de répondre, il est par contre possible de comprendre de quoi ces rebelles à la loi étaient alors le symptôme. Pendant plusieurs siècles, le brigandage en Italie était pratiquement devenu une institution, un mode de vie en soi. Les brigands régnaient en maîtres sur les routes, ils enlevaient, rançonnaient, violaient, torturaient et tuaient. Les papes alternèrent des politiques de répression, de ménagement et d'amnistie. Endiguer le phénomène semblait impossible, d'autant que la frontière qui séparait les bandits des gendarmes était alors bien poreuse et qu'il existait une évidente solidarité des populations les plus pauvres envers des brigands censés ne s'attaquer qu'aux nantis et aux étrangers. Lorsque Rome devint officiellement une ville française entre le 10 juin 1809 et le 19 février 1814, le problème, bien évidemment, n'était pas réglé et Napoléon, par ses folies guerrières, allait encore l'amplifier. Par haine des Français, par haine de l'empereur, par terreur et horreur de la guerre, les Romains, en effet, refusèrent en masse la conscription. Tous les moyens étaient alors bons pour ne pas aller rejoindre l'armée, et en dernière solution, les réfractaires se firent bandits en rejoignant le maquis. Napoléon vouant encore une haine indicible au clergé, certains prêtres, quand ils n'étaient pas exilés ou mis au bagne, se firent à leur tour brigands. Et Louis Madelin de constater, je cite, « Les prêtres qui autrefois excommuniaient les bandits en arrivent vite à les considérer comme des alliés.
Le brigandage, à qui l'adhésion des réfractaires donne une couleur vaguement politique, prend certains jours, grâce à d'étonnantes complicités, un air de croisade religieuse. Car Napoléon, le persécuteur du pape et du clergé, était alors considéré en Italie comme un véritable antéchrist. La désertion comme le brigandage n'était pas tolérable dans une région placée sous administration française. La traque des criminels fut intensive et cruelle. On fusilla, on guillotina tant que l'on put. On punissait encore collectivement ceux-là même qui étaient soupçonnés de ravitailler les brigands. La violence de la répression française révolta ceux-là même qui l'avaient instaurée, à l'image de Camille de Tournon, préfet de Rome, qui en décembre 1812, dans une lettre confidentielle au ministère de la Police, témoignait du courage féroce des suppliciés. Tournon dénonçait la cruauté et la maladresse politique des fusillades par dizaines de jeunes paysans exécutés dans le lieu même de leur naissance. À juste titre, il jugeait ces mises à mort, je le cite, plus propres à exciter la pitié et l'intérêt qu'à inspirer la terreur. Quand Théodore Géricault arriva à Rome vers le 15 novembre 1816, il s'installait donc dans une ville qui, 2 ans et demi plus tôt, avait été française et déclarée la deuxième capitale de l'Empire. Une partie de ces brigands, pourchassés par les Français, pouvaient être désormais considérés comme de véritables héros, puisqu'ils avaient combattu la dictature napoléonienne en refusant la conscription militaire. On ne s'étonnera donc pas que la plupart de ces brigands, en 1814, aient été graciés au retour du pape. Cette opposition à Napoléon ne pouvait laisser insensible Théodore Géricault, puisque lui-même avait refusé la conscription de 1811. Son père, pour 4 000 francs, lui avait acheté un remplaçant qui, quelques mois plus tard, devait mourir sous l'uniforme. Géricault, symboliquement, était donc déjà mort. Pour le dire autrement, un homme, Claude Petit, était mort à cause du refus de Géricault d'aller servir les armées de l'empereur. Autrement dit encore, Géricault, sur sa conscience, avait sans doute le poids de la mort de Claude Petit. Un décès prématuré qu'il était en droit d'imputer aux folies guerrières de l'empereur. On peut donc croire, chez l'artiste, à l'existence d'une certaine forme d'empathie pour ces jeunes brigands romains, ces rebelles à l'ordre établi. Géricault pouvait y retrouver les valeurs que Schiller avait audacieusement mis dans ses brigands. Un plaidoyer en faveur de l'individu, une révolte héroïque et violente contre l'iniquité des lois, un moyen radical de changer l'ordre du monde. Le carnaval romain, auquel Géricault assista en 1817, était une période festive, de grandes débauches et de monde à l'envers, qui avait justement pour vocation à changer cet ordre du monde. Aussi, n'est-ce pas un hasard si cette période de carnaval commençait toujours par l'exécution d'un brigand? Si ce grand tohu-bohu était toléré par l'Église, il convenait de rappeler aux populations, par cette mise à mort, que ce grand désordre était strictement provisoire et que force resterait à la loi. Goethe l'avait déjà parfaitement remarqué, je cite Goethe, « Le carnaval de Rome est une fête qui, à vrai dire, n'est pas donnée au peuple, mais que le peuple se donne à lui-même. » Je vais vous montrer rapidement ici 4 dessins de Géricault où l'on remarque la présence d'un bonnet phrygien, symbole de la liberté, sur la tête du bourreau. Bonnet qui n'existera plus dans la version peinte. Les 2 premiers dessins, donc celui-ci et celui-ci, sont conservés donc à l'École des Beaux-Arts de Paris. Donc vous voyez les apprêts de l'exécution du brigand au début du carnaval. Le 3e, où vous voyez le bourreau avec son bonnet phrygien, est conservé à Cambridge. Et le dernier est conservé à Stockholm. Donc, en s'intéressant à la fin de vie dramatique d'un brigand, Géricault ne signifie-t-il pas de la sorte son grand intérêt, sinon
une forme d'empathie pour ces fauteurs de troubles, ces rebelles à toute morale, à toute loi. Qu'est-ce qui différencie vraiment le brigand héros d'hier, opposant courageux à Napoléon, et le brigand criminel décapité place du Peuple? Cette possible interrogation de Géricault, à mon avis, rejoint celle de Schiller. C'est encore l'épisode qui vient clore cette fois-ci le carnaval de Rome qui allait donner à Géricault le motif, si ce n'est le prétexte, à commencer un tableau monumental, sans doute destiné au prochain salon parisien. Ce projet est bien connu grâce à de très nombreuses études peintes et dessinées qui nous sont parvenues et représentent la course des chevaux libres qui avait lieu entre la Via del Corso et la place, Via del Corso, place du Peuple, Via del Corso, jusqu'à la place de Venise, donc à Rome. C'était une cavalcade ultra violente, parfois mortelle, aussi bien pour les spectateurs que pour les chevaux, des chevaux arabes, des chevaux bardes, et les palefreniers chargés de les retenir puis de les récupérer. C'est bien cette débauche d'énergie, de muscles bandés, de fureur et de bruit qui semble avoir totalement fasciné Géricault. Les études conservées semblent attester qu'il était parti d'une observation de type réaliste pour arriver vers une scène à l'antique. Voilà. Hop. Excusez-moi. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà. C'est la démarche qu'il avait adoptée, nous l'avons vu, pour son tableau de la décapitation d'Abrigand. Avec le paradoxe volontaire d'un choc temporel, puisque mêlant un décor à l'antique avec la croix du Christ. Dans son projet des courses de chevaux bardes, des chevaux libres, et dans les études qui semblent les plus abouties, Géricault a de même adopté le décor à l'antique avec la présence d'un ou deux temples doriques. Les palefreniers sont nus ou simplement vêtus d'une culotte, et certains d'entre eux, vous pouvez le remarquer, portent un bonnet phrygien. Le petit tableau à l'antique du Getty Museum à Los Angeles que vous avez sous les yeux, le dessin, le tableau du Louvre, que nous allons bientôt voir, sont parfois considérés comme les modèles que Géricault aurait commencé à transcrire dans sa toile monumentale. Comme vous le constatez, le centre narratif et géométrique de la composition est occupé par un groupe mis en valeur par la lumière qui rappelle singulièrement le célèbre groupe sculpté de Coustou placé sur l'actuelle place de la Concorde à Paris. Nous y reviendrons. Mais pour l'instant, il est aisé de constater à quel point le langage corporel dans cette petite esquisse occupe une place prépondérante. Tout s'exprime et passe par la tension des corps. Corps michelangelesque, évidemment, corps de héros, corps du peuple. L'épisode anecdotique et folklorique du carnaval romain a pratiquement disparu. Du cerveau de Géricault, affirmait Léo Rosenthal, a surgi, je cite Rosenthal, une scène épique, puissante, souveraine, qui ne se passe plus à Rome, sur le Corso, au carnaval de 1817, mais qui a lieu dans un pays idéal, éternel et vrai, où les hommes sont souples et forts, les chevaux nerveux et où circule, dans un air pur, une sereine vitalité. Géricault serait donc passé d'une scène de genre à une scène d'histoire via une composition épurée et dynamique, via l'idéalisation des corps. Ce langage du corps héroïque, Géricault, bien évidemment, ne l'a pas inventé. Il est commun à toute son époque et Louis David en est alors le maître absolu. Et les corps chez David, on le sait, véhiculent toujours un message idéologique, et ceci bien avant la Révolution française. Citons pour mémoire et pour exemple son célèbre Sermon des Horaces, peint à Rome en 1784. À partir de 1789, toute l'iconographie révolutionnaire visera à remplacer le corps du roi, symbole de la monarchie de droit divin, par celui du corps du peuple, libre, maître de son destin. Le serment du jeu de paume de David en marque la naissance, tout comme un peu plus tard, en 1793, le célèbre tableau de la mort de Marat. En d'autres termes, l'esthétique de Géricault ne serait-elle pas, via le langage du corps, du muscle et de l'énergie, d'essence républicaine ?
Analysant l'étude que conserve le musée du Louvre, que vous avez sous les yeux, Laurent Seitner, un spécialiste de Géricault, à son plus grand étonnement, fut forcé de voir ce que Géricault avait sans doute peint, et que vous allez peut-être voir. Je cite Seitner. « Les dompteurs de chevaux apparaissent en gros plan devant des temples et terrasses sommairement représentés. La vigueur taciturne de leur procession saccadée ne fait pas vraiment penser à quelque fête de la Rome antique ou pontificale, mais bien plutôt à un spectacle de l'époque révolutionnaire, une troupe de jacobins mimant la frise du Parthénon. » Une troupe de jacobins mimant la frise du Parthénon. Une troupe de jacobins. À son corps défendant, Laurent Seitner, en 1983, voyez juste. L'idée lui sembla tellement incongrue qu'il lui fallait sans doute la signaler pour s'en débarrasser. En 1997, Willock Whitney la trouva pourtant à son goût, tout en refusant de se lancer dans la moindre interprétation. Mais revenons au groupe central de Géricault, que vous avez sous les yeux. Pour Seitner, toujours, il existait donc une parenté frappante, mais difficile à expliquer avec les célèbres chevaux de Marly qui flanquaient l'entrée des Champs-Élysées du temps de Géricault. Très justement, Seitner fit encore remarquer que le palefrenier de Géricault était, je cite, un curieux hybride des deux dompteurs de chevaux de Coustou. Il a les jambes de l'un et les bras de l'autre. En tout état de cause, son interprétation du monument parisien par Géricault à Rome révélait, je cite Seitner, l'ampleur et la précision de sa mémoire visuelle. On pourrait aller plus loin en précisant que ces deux groupes furent installés place de la Concorde à l'instigation des Républicains de 1795 et qu'ils prirent encore le soin de faire graver la dédicace suivante sur leur soubassement « Unité, indivisibilité de la République française ». Géricault connaissait-il cette dédicace qui associait à l'image du cheval sauvage la France et la République? On aimerait le croire. Si Seitner lui accorde une mémoire visuelle exceptionnelle, je crois qu'il serait temps de lui concéder une importante culture politique qu'il aurait pu acquérir auprès de son oncle, conventionnel régicide, nous l'avons vu, mais encore auprès de son vieux père, ancien avocat. Il est à cet égard assez symptomatique qu'à peine arrivé à Rome le 27 novembre 1816, Géricault est adressé à son ami Deudre d'Orcy cette remarque acerbe. Je cite un fragment de cette lettre de Géricault. « Mon père m'engage continuellement à me soigner, à ménager ma santé, etc. Voyez combien c'est inutile et ennuyeux. Au lieu de me dire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit, comment vont mes amis et comment Paris se porte. Un peu de politique au bout de tout cela, et ce seraient des lettres très intéressantes qui me mettraient au courant de tout ce qui se passe loin de moi. » C'est bien l'expression « un peu de politique au bout de tout cela » qui doit retenir notre attention. C'est en effet la première fois que l'on trouve le mot « politique » dans ces trop rares missives. Cette curiosité semble d'autant plus légitime que Géricault quitta la France fin septembre 1816, quelques semaines après la fameuse ordonnance de dissolution de la Chambre introuvable. En écartant les acteurs de la Terreur blanche, la Restauration tentait de prendre un nouveau départ qui suscita aussitôt la colère des ultra-royalistes et de Chateaubriand, notamment, qui fustigèrent la politique libérale, juste milieu, si vous préférez, de Louis XVIII et de Decazes. On est encore en droit, me semble-t-il, de se demander si Géricault, arrivant à Rome en 1816, avait connaissance de l'épisode que la ville sainte avait connu, si ce n'est subi, en 1798-1799, et que nous, Français, avons totalement oublié. Sous le Directoire, les troupes du général Berthier s'étaient en effet emparées de Rome, et 5 jours plus tard, au matin du 15 février 1798, la République romaine avait été déclarée. Plus tard, les gouvernements pontificaux et napoléoniens n'auront de cesse de faire oublier ce bref épisode jacobin, qui là encore fut marqué par l'écrasement sanglant de l'insurrection populaire du Trastevere et de combats souvent atroces, qui opposèrent
Dans les provinces avoisinantes, les troupes régulières françaises aux brigands, aux paysans et aux patriotes. Comme à Paris, les autorités républicaines organisèrent enfin des fêtes civiques à Rome, empreintes de références antiques dans le but de désacraliser la ville sainte. Pour le 7e anniversaire de la République française, le 22 septembre 1798, toute la ville de Rome sera investie par des cérémonies civiques et par des courses de chevaux libres sur le Corso. La preuve est donc faite, croyons-nous, qu'il n'est pas insensé d'associer République française et courses de chevaux libres. Historiquement, cette association a bien eu lieu en 1798. Reste à savoir si Théodore Géricault en avait glané le récit. À défaut, demeure donc un projet dont l'iconographie, nous l'avons vu, a suscité l'étonnement chez bien des historiens de l'art, pourtant rétifs, pour ne pas dire farouchement hostiles, à toute lecture politique des œuvres d'art de Géricault. Ce qui est certain par contre, c'est que Géricault abandonna son tableau monumental à Rome. S'était-il rendu que son allégorie du peuple libre, régénéré par l'idéal républicain, était bien trop complexe à comprendre, pas assez explicite ou peut-être même paradoxale. Pourtant, 2 ans plus tard, au salon de 1819, il en proposa une autre version bien plus subtile et que les historiens de l'art n'ont toujours pas fini de décrypter. Ce tableau, évidemment, vous l'avez compris, c'est le radeau de la Méduse. Dans son radeau de la Méduse, la toile monumentale qui résume, selon moi, parfaitement l'esthétique de son périple italien, les corps de ces naufragés cannibales, pour la plupart d'anciens brigands. Corréard, l'un des naufragés, parlait de la lie des bagnes, la merde des bagnes. Ces corps ne sont pas couverts de blessures comme ils devraient l'être. Ils sont, au sens politique et républicain du terme, régénérés. Pleins d'énergie malgré leurs nombreuses épreuves, ils se lèvent pour renaître à un avenir meilleur et former un peuple neuf, fraternel et multiracial. La troupe de Jacobins de 1817 faisait donc place à la France de 1819, date commémorative du 30e anniversaire de la Révolution française. Après avoir été un peintre mousquetaire, il fallait bien être un peintre brigand pour oser peindre, à partir d'un simple fait divers maritime sordide, un tableau d'une telle audace. Géricault, nous l'avons dit, avait précipitamment quitté Rome pour rejoindre Paris, où peut-être, sans doute même, Alexandrine Modeste, sa tante, l'attendait. Dans une lettre adressée à son alter ego Deudre d'Orcy, lettre qui nous est parvenue en partie censurée, Géricault, arrivé à Paris, lui décrivait sa situation morale en ces termes noirs. Je cite la lettre de Géricault. « Mon cher d'Orcy, je suis un monstre, vous le savez bien, mais vous le dire, m'en accuser, vous disposera peut-être à me le pardonner. Livré presque seul à moi-même, je ne suis capable de rien. Maintenant, j'erre et je m'égare toujours. Je cherche vainement à m'appuyer, rien n'est solide, tout m'échappe, tout me trompe. Nos espérances et nos désirs ne sont vraiment ici-bas que vaines chimères, et nos succès des fantômes que nous croyons saisir. S'il est pour nous sur terre quelque chose de certain, ce sont nos peines. La souffrance est réelle, les plaisirs ne sont qu'imaginaires. » Toute la lettre dont je vous livre ce court extrait n'est pas aussi sombre, mais on surprend Géricault en train de mimer un langage qui n'est pas sans rappeler celui de Karl, le héros maudit de Schiller, qui, après avoir tué Amalia, l'amour de sa vie, s'écrie « Oh, insensé que j'étais de me figurer que j'allais perfectionner le monde par mes atrocités et maintenir les lois par la licence. Me voici maintenant au terme d'une effroyable existence, et je reconnais avec des pleurs et des grincements de dents que 2 hommes comme moi suffiraient à renverser tout l'édifice du monde moral. Assurément, il n'est plus en mon pouvoir de rattraper le passé. Ce qui est perdu est bien perdu. Ce que j'ai détruit ne se relèvera jamais. » Pour expier ses crimes, Karl décide alors de mourir, mais pas sans avoir été jugé et mis à mort
par cette société qu'il avait combattue. Par sa mort consentie et assumée, Karl devenait un véritable champion de la liberté. Le monstre, Théodore Géricault, lui, ne tua pas sa tante Alexandrine Modeste. Ils firent ensemble un enfant qui naquit le 21 août 1818. Une fois encore, le peintre se retrouva hors la loi, puisque cette dernière, à l'époque, sous la Restauration, stipulait que l'oncle Caruel, l'oncle cocu, avait tous les droits pour faire emprisonner les deux fautifs, sa femme et son neveu. Caruel renonça au scandale. Son neveu pouvait donc poursuivre l'héroïque entreprise de son radeau de la Méduse. Quelques années plus tard, en 1822-1823, un des anciens camarades romains de Géricault, le peintre Victor Schnetz, lui offrit un dessin pour le moins énigmatique que vous avez sous les yeux, mais qui devait sans doute faire sens, évidemment pour ses deux amis. Grâce au biographe de Schnetz, on sait que ce dernier avait une véritable fascination pour les mœurs et la belle physionomie du peuple romain. Schnetz, affirmait Belay en 1871, je cite Belay, « Visiter l'Italie à pied, le sac sur le dos, il a pénétré dans les repères des brigands couchés sur la Dure. » Paul Baudry, un autre de ses élèves, affirmait encore, je le cite, « Schnetz racontait avec délice ses voyages à travers l'Italie en compagnie de Géricault. » Les deux hommes partageaient donc une fascination pour les hors-la-loi et Géricault, de retour de Naples, il lui avait écrit le 7 juin 1817 « Mon cher Victor, nous sommes tous arrivés en très bonne santé, sans que les brigands aient osé interrompre notre paisible route. En se promenant dans la campagne de l'État pontifical, les risques étaient en effet bien réels de tomber sur des bandes armées. En septembre 1817, l'ambassadeur de France à Rome l'exprimait très clairement au duc de Richelieu. Je le cite. « Plusieurs parties de l'État romain sont encore infectées de brigands, comme elles l'ont été depuis longtemps, et toutes les mesures prises jusqu'à présent sur cet objet par le gouvernement ont été insuffisantes. Faire le voyage de Rome à Naples était donc une véritable expédition au cours de laquelle on risquait de se faire au mieux dévaliser. » Mais revenons au dessin que vous avez sous les yeux et que Schnetz offrit à Géricault donc en 1822-23. Quel était donc le sens de ce petit cadeau ? Au premier abord, le sujet n'est pas forcément très simple à identifier et l'on a presque la sensation que cette scène se passe en Italie. En fait, l'action se passe en France et quelques militaires à l'apparence française découvrent un petit tertre bien modeste et appellent leurs camarades à venir les rejoindre. Avec eux, nous découvrons l'inscription gravée sur la face supérieure du tertre. Je lis, vous lisez, « Aux braves du 45e de ligne ». L'occultation des trois lettres V-E-S du mot « brave », lettre cachée par la main d'un militaire, accentue naturellement la signification de ce message, une phrase fragment, que le spectateur est invité, au même titre que ces militaires visiblement émus par leur trouvaille, à recomposer ou, si l'on préfère, à redécouvrir. Parvenus à ce stade de notre investigation, sommes-nous en droit de nous demander quel est le sens caché de ce tombeau parlant, dont la mise en scène est bien évidemment calquée, vous l'avez repéré, sur le célèbre « Et in Arcadia ego » de Poussin. Pour les historiens de la Restauration, l'évocation du 45e de ligne renvoie immédiatement à la célèbre et tragique histoire des 4 sergents de La Rochelle, et avec elle à l'une des phases les plus tourmentées du règne de Louis XVIII. À lui seul, l'épisode du 45e stigmatise l'histoire sanglante des complots militaires des années 1820-22 via la charbonnerie, par l'opposition libérale, bonapartiste et républicaine. Une opposition qui, à la suite des lois réactionnaires prises au lendemain de l'assassinat du duc de Berry, décida de quitter la stricte légalité parlementaire et d'essayer, par la manière forte, de renverser le roi et son gouvernement.
L'objectif de la charbonnerie était de tirer profit du mécontentement croissant qui régnait dans l'armée française depuis la dissolution de l'armée impériale en 1815. Ce fameux 45e de ligne tenait garnison à Paris depuis 1821, mais soupçonné de ne pas être assez royaliste, il reçut l'ordre de s'en éloigner et de se diriger sur La Rochelle. L'un des sergents, le jeune Boris, qui avait tout d'abord accueilli avec joie, comme Géricault, le premier retour des Bourbons, fut initié à la charbonnerie en 1821. Il fut chargé de former une vente au sein même de son régiment. C'est ainsi que les soldats du 45e auraient dû participer à l'insurrection de Saumur, menée par le général Berton. Mais tout échoua lamentablement. Le 20 mars 1822, à force d'alternoiements, de maladresse et de trahison, les conspirateurs furent rapidement confondus et tous les carbonari du 45e de ligne furent arrêtés. Le célèbre procès qui s'ensuivit fut jugé à Paris. Pour le gouvernement, il s'agissait de mettre en évidence, aux yeux de l'opinion publique, l'importance subversive de ces complots destinés à ressusciter l'esprit révolutionnaire et à renverser la monarchie. En août 1822, 25 inculpés comparurent devant la cour d'assises de la Seine. Dans son réquisitoire, l'avocat général se servit de la culpabilité supposée du 45e de ligne pour condamner l'ensemble des révolutions libérales qui secouaient alors l'Europe. Face à cette anarchie générale, la religion et la justice intrépide étaient les seuls remèdes du gouvernement. Le 5 septembre, les sergents de La Rochelle furent condamnés à mort et transférés à la prison de Bicêtre. Dans les jours qui suivirent, plusieurs solutions furent alors envisagées par les membres de la haute vente pour les faire évader. Nous sommes en plein roman. Soupçonnant que le directeur de la prison n'était pas incorruptible, il fut convenu de lui verser la somme très importante alors de 70 000 francs et de faciliter son départ en Angleterre. Lafayette, les peintres Harry Scheffer et le peintre Horace Vernet, tous les deux grands amis et intimes de Géricault, mais encore les colonels Fabier et Denzel, mirent au point ce projet qui, bientôt, connu de la police secrète, échoua. Le 22 septembre, après avoir refusé les secours de la religion, les 4 sergents de La Rochelle furent décapités en place de Grève. Vous réalisez, j'espère, que rendre hommage aux braves du 45e de ligne, qui plus est en insistant sur le mot « brave », était loin d'être anodin. On est donc en droit d'interpréter cette œuvre comme une franche adhésion du dessinateur, Schnetz, à l'esprit de la charbonnerie. Cette organisation secrète où se trouvait alors réunie la quintessence de l'esprit révolutionnaire, résistant et militant. Cet hommage était encore une façon subtile de glorifier l'esprit de révolte de ces jeunes soldats. Une révolte partagée par une jeunesse française, fille de 1789 et de 1793, qui supportait de moins en moins la politique répressive des ultra-royalistes. En suivant l'opinion de l'avocat général lors du procès des 4 sergents de La Rochelle, on comprend bien que le mot « brave » figurant sur le petit tumulaire avait toutes les caractéristiques de l'inscription séditieuse. Un régiment qui avait trahi le serment de fidélité au roi ne pouvait être composé de braves, mais bien plutôt de brigands. En offrant ce dessin à son ami Théodore Géricault, Victor Schnetz signifiait qu'ils appartenaient tous deux à cette jeunesse rebelle et révolutionnaire. L'énigme du 45e étant en partie résolue, demeure un dessin dont le sujet anecdotique a été haussé par Schnetz jusqu'au statut abstrait de l'allégorie. Une allégorie de la révolte romantique, politique dans son essence même, dont on sait, comme nous l'a appris Schiller, qu'elle a pour toile de fond le drame, l'amour, le sexe, le spleen, la trahison et la mort prématurée. J'en arrive à ma conclusion. Au début de cette conférence, nous nous étions demandé si le portrait de Mazzocchi, brigand italien, cadeau de Michalon, ne pouvait pas être un portrait symbolique de Géricault.
ou pour le dire autrement, avec un peu plus de subtilité, un miroir dans lequel un peintre brigand pouvait contempler l'un de ses frères d'armes, autrement dit, un sublime malfaiteur, ou selon la célèbre formule de Schiller dans sa préface des Brigands, un monstre en majesté. C'est très certainement ce même processus de transfert et d'identification qui autorisa le peintre Ary Scheffer à représenter Théodore Géricault, son ami et condisciple de l'atelier Guérin, d'une manière audacieuse. Le portrait réalisé par Scheffer est perdu depuis 1865, date de son dernier passage en vente, mais je vais vous en lire cette brève description qui, je l'espère, devrait vous interpeller, et ce sera ma conclusion. Donc je cite ce passage en vente de 1865. Ary Scheffer, portrait de Géricault en bandit italien. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est au fil total. Vous avez montré le premier tableau que vous avez montré, qui est sur le cheval. La course des chevaux libres. Voilà. Dites qu'il y a une interprétation de droite. Ah, non, oui, excusez-moi. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Il suffit que. Non, effectivement. Bon, c'est dommage, ça ne marche plus. Bon, oui, voilà, non, simplement. Comment faites-vous pour l'interpréter autrement qu'une glorification du. Si vous voulez, moi, ce que j'ai simplement dit, c'est que ce tableau, celui du Getty, enfin celui du Louvre également, où vous voyez en plein milieu cette référence évidente aux chevaux de Marly, par Coustou, voilà, plus le fait qu'effectivement, comme le dit Eitner en 1983, ça a l'air d'être une bande de jacobins en furie, enfin c'est très curieux, donc totalement révolutionnaire. Voilà, parce que j'ai simplement acté le fait que Eitner et Willock Whitney sont stupéfaits, comme vous peut-être, comme nous, par l'iconographie d'un tableau hallucinant, et que l'histoire de l'art s'est arrêtée à ce constat. Ça a l'air d'être des jacobins, mais ça n'a aucun sens, ou plus exactement, mais Eitner ne le dit pas. Il ne dit pas « je ne comprends pas ». Il dit « c'est très bizarre », c'est pour ça que je dis, il va quand même jusqu'à dire, c'est lui qui utilise le mot jacobin, c'est quand même, bon, il a vu les bonnets phrygiens, il a vu ce corps héroïque, etc. Mais il ne peut pas, il ne veut pas, il ne peut pas aller plus loin dans l'interprétation. Donc moi, aujourd'hui, je vous ai livré une interprétation que d'aucuns vont dire une surinterprétation, mais j'ai essayé de montrer à quel point toute la vie et l'œuvre de Géricault est axée sur le politique. Voilà. Et le fait qu'il ait abandonné ce grand projet romain pour ensuite, 2 ans plus tard, faire le radeau de la Méduse, qui reprend à peu près les mêmes codes, avec un message tout aussi révolutionnaire, si on veut bien le lire. La conférence que je vous propose, on peut la contredire. Voilà. Je n'ai pas répondu à votre question. Non, je ne veux pas mobiliser la parole. Je pense que votre conférence est tout à fait convaincante. Mais moi, je parlais du je ne sais pas si on s'est bien compris. Peut-être pas. Expliquez-moi. Le tableau avec ce cheval qui est sur ce. Est-ce qu'on parle du même tableau? Un tableau de Géricault. Oui. Je vous ai montré 2 tableaux, des huiles sur toile. Oui, c'est ça. Ah, vous parlez de l'exécution des brigands? Ou de la course des chevaux libres? Mais je suis désolé, ça bloque. Ça, c'est minable. Et puis, il n'y a personne pour aider. C'est simplement le cavalier, si vous voulez, avec... Ah, l'officier de chasseur de 1812. D'accord. Ok, d'accord. Oui. Ben non. Ah, ça... hop.
Voilà, d'accord, j'avais rien compris à votre question. C'est l'officier de chasseur du salon 1812. Donc, les Napoléoniens nous ont inventé une lecture. Vous avez bien compris que j'aime pas les Napoléoniens. Je suis désolé pour les Napoléoniens. Les Napoléoniens ont déliré en nous expliquant que c'était les charmes de la guerre. Voilà, c'est un gros mâle qui est magnifiquement campé sur son cheval, qui est en train, regardez bien, de hurler ses ordres. Mais c'est écrit noir sur blanc. Il ouvre la bouche et il est en train de dire à ses cavaliers « Allez, on va massacrer tout le monde, nous sommes... » C'est n'importe quoi. Et ça, c'est Michelet, évidemment, un salopard de gauche, qui a osé dire « Mais cet homme est totalement seul sur le champ de bataille, il se retourne vers nous, évidemment, il ne hurle strictement aucun ordre, il a une tête mélancolique à mourir, et Michelet dit « Il se retourne pour penser à la mort ». Voilà. Un militaire qui pense à la mort sur un champ de bataille napoléonien, c'est pas possible. C'est pas une allégorie de la guerre. Et en plus, ce monsieur est totalement anonyme. Enfin, maintenant, on sait qu'il s'appelle Dieudonné. C'est de la chair à canon. Et Géricault lui a donné un format monumental que l'on donne généralement aux généraux. Gros avait exposé Murat au même salon de 1812. Dieudonné, d'ailleurs, c'est même pas exposé comme portrait équestre de... Enfin, c'est portrait équestre, point. On ne sait même pas qui c'est. C'est pas un héros, voilà, point. Et donc là, c'était déjà hallucinant. À 21 ans, Géricault expose, alors même qu'il vient d'échapper à la conscription, que Claude Petit est déjà mort. Hein. Claude Petit est mort à la place de Géricault quand Géricault fait ce... Voilà. Donc tout ça, ces 30-40 dernières années, nous ont permis d'expliquer, gentiment, excusez-moi, que les Napoléoniens avaient totalement déliré. Mais les vrais Napoléoniens, j'ai discuté avec certains, m'ont toujours avoué, ils sont honnêtes, qu'ils n'aiment pas Géricault. Ils sont très perturbés par Géricault, parce que Géricault est un romantique et montre le côté noir de l'épopée napoléonienne. Il fera des lithographies, des dessins sublimes, montrant la retraite de Russie. Ce sont ses aspects les plus sordides. Voilà. Et je veux dire, Géricault n'est pas Horace Vernet, n'est pas Karl Vernet. Ils n'ont pas participé à l'élaboration de l'épopée napoléonienne. C'est plus tard, c'est Vernet, c'est Charlet, c'est Bélanger. C'est pas Géricault. Voilà. Donc il y avait effectivement, on a mis du temps, hein, il a fallu 30-40 années pour remettre un petit peu les choses en place. Voilà. Et si vous voulez, l'histoire de l'art étant très très lente, on commençait à comprendre qu'il y avait un problème politique chez Géricault uniquement avec le radeau de la Méduse. Et moi, tout mon travail a été d'expliquer que le politique, il était déjà là en 1812. Après, le politique pour l'Italie... On n'arrivait pas, on ne comprenait pas. Effectivement, une course des chevaliers, un carnaval, des chevaux qui courent dans... Bon, on ne voyait pas qu'est-ce que ça avait de politique. Donc là, ce que je vous ai proposé, c'était effectivement de remettre ça dans un contexte républicain. Donc ça veut dire aussi que Géricault avait une culture républicaine. Voilà. Et donc, en fait, pour pouvoir... émettre l'hypothèse, hein, je suis prudent, je suis affirmatif et prudent, que Géricault pouvait avoir aussi une culture républicaine, il y a heureusement le fameux oncle bonne sœur Bourginière qui était un régicide. Mais l'histoire de l'art l'a totalement oublié. L'histoire de l'art a toujours, à mon avis, Géricault comme nous tous, dans nos familles, on a des gens à droite, à gauche, à extrême droite. Mais Géricault, pareil, il avait probablement une famille royaliste et une famille républicaine, mais la famille républicaine a été, par l'histoire de l'art, et par notamment le fameux Charles Clément, dont j'ai parlé tout à l'heure, volontairement occultée. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, et c'est vrai, bon, Charles Clément, il écrit sous le Second Empire, en 1868, les régicides, on n'en parlait pas. C'était totalement tabou. Totalement. Donc, si vous voulez, l'écriture, là, vraiment, faire ce genre de conférence, c'est de la pure histoire de l'art dans le sens où on remet tout en cause, tout. Voilà. Et après, effectivement, on ose des interprétations. Combien de secondes? Une seconde? Une. Celle-ci est déjà très grande.
Donc Géricault est un peintre du monumental. Oh bah ça fait au moins 2,80 m de haut. Oui, c'est grand. Bon, alors, la Milius était encore plus grand. Mais à l'époque, je veux dire, à l'époque, David Gros font des tableaux monumentaux. C'est l'époque qui veut. Ah ben non, alors justement, les jeunes peintres romantiques changent le système et ont le courage, comme Delacroix, mais comme d'autres, de faire des tableaux monumentaux sans commande préalable. Ce qui fait qu'ils prennent un risque financier énorme. Et ça a été le cas de Géricault. Alors après, on peut vous dire, Géricault était riche, patati patata. Il a quand même pris des risques financiers énormes. Et le fait est que le radeau n'a pas été acheté de son vivant. Il a fallu d'abord qu'il soit mort pour qu'on accepte de l'acheter. Donc ça, c'est propre au mouvement romantique, de se faire sa propre commande. Et c'est vrai toujours dans l'art contemporain. Beaucoup de peintres ne veulent surtout pas que ça soit une commande. Surtout pas. Parce que, et ce qui est vrai, à l'époque, qui dit commande, dit obligatoirement respecter des codes, respecter... enfin voilà. Sous l'époque napoléonienne, on ne peint pas ce qu'on veut, du tout. David, c'était des tableaux de commande. Évidemment, bien sûr. Oui. Bon, je suis désolé, merci d'être venu, mais on n'a vraiment pas le temps, si j'ai bien compris. Merci.